tous. Donc, je vais vous présenter rapidement le projet que la filière a financé, mais qui a également été financé par l'AMRO et par un contrat européen qui a permis de financer une étudiante en thèse qui s'appelle Tala Altabosh et qui réalise ce travail. Donc, ce travail consiste à étudier des cellules de patients porteuses de la mutation ALK1 dans la maladie de Rodier-Haussler afin d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques. Ce travail a été réalisé dans notre unité à Grenoble en collaboration avec l'équipe de Sophie Dupuy-Giraud à Lyon et de Sophie Giraud à Lyon. Diapositive suivante. Alors, nous avons choisi pour réaliser ce travail d'utiliser des cellules endothéliales circulantes qui nous permettaient d'avoir d'une façon non invasive des cellules porteuses de la mutation ALK1. Donc, ce sont des ECFC pour Endothelial Colony Forming Cells. Alors, soit on les trouve dans le sang périphérique, mais à des concentrations relativement faibles, soit dans le sang de cordon, où elles sont là 10 à 100 fois plus exprimées. Et donc, je vous ai juste mis rapidement le protocole qu'on utilise. Donc, on part du sang, on fait un gradient de centrifugation, on récupère des cellules mononucléées qu'on va déposer sur une boîte de pétri avec de la fibronectine et que l'on va cultiver avec un milieu spécifique pour les cellules endothéliales, changer le milieu tous les jours et puis obtenir, si on a de la chance, des clones. Alors, à partir du sang périphérique, ça prend à peu près 21 jours pour voir émerger ces clones. Et pour du sang de cordon, un peu plus rapide, ça peut prendre 7 jours. Une fois qu'on a ces clones, ils vont par contre pousser assez rapidement et on va pouvoir travailler dessus ou les congeler pour les réétudier. Diapositive suivante. Alors, on n'a pas réussi à obtenir des clones de cellules endothéliales à partir de sang systémique et donc on a été obligé de passer à du sang de cordon où là, ça marche pratiquement à tous les coups, mais la difficulté, c'est d'avoir ce sang de cordon à la naissance à partir de patientes issues de maladies rares. Et donc, c'est là où je remercie tous les centres de compétences et on fait un appel régulièrement pour essayer de prendre connaissance dès qu'on le sait d'une femme atteinte de la maladie de Rodier-Haussler qui va accoucher et de savoir si elle serait d'accord pour donner son sang de cordon. Et maintenant, on prend aussi le cordon ombilical. Et donc, à ce jour, on a obtenu 11 sangs de cordon de patientes Rodier-Haussler, dont 2 porteuses de la mutation ALK1, une porteuse de la mutation endocrine et puis 2 qui n'avaient pas de mutation. Et puis, on a 3 donneurs qui n'étaient pas atteints de la maladie de Rodier-Haussler. Et puis, en ce moment, il y a pas mal de naissances au mois de mai et juin. On en a 7 cultures en cours et on attend aussi le test génétique. Et là, je vous ai juste mis une image. C'était sur la précédente, à quoi ressemblaient ces cellules endothéliales. Donc, on s'est intéressé aux 2 porteurs de la mutation ALK1, diapositive suivante. Alors, ALK1, pour rappel, c'est un récepteur transmembranaire, activité sérine-threonine kinase. Et nous avons les 2 mutants sont soit un mutant avec un codostop juste après la partie transmembranaire, et donc ça va coder que pour la partie extracellulaire. Et le deuxième mutant est un mutant faux sens qui va lui être muté dans la région kinase. Donc, on a maintenant au laboratoire un test fonctionnel pour tester à chaque fois les nouveaux mutants d'ALK1. Ce que vous pouvez voir ici, c'est un test d'activité luciférase en réponse au ligand d'ALK1 qui s'appelle BMP9. Et on a pu montrer donc clairement un ALK1 sauvage en bleu et nos 2 mutants ALK1 qui ne répondent absolument pas à BMP9. On a donc bien des mutations non fonctionnelles et qui sont responsables de la maladie. Diapositive suivante. Et donc, à partir de ces cellules, ce que nous avons fait, c'est nous les avons stimulées ou non par les 2 ligands de haute affinité d'ALK1 que sont BMP9 et BMP10 en triplicat avec la concentration de 10 nanogrammes par ml pendant une nuit. Nous avons extrait les ARN, diapositive suivante, illustration suivante, et nous avons envoyé ces séquençages à GeneWiz. Et nous avons juste reçu les séquençages, les résultats des séquençages cette semaine et qui sont actuellement analysés. Et juste pour vous illustrer un tout petit peu le type de résultat qu'on obtient, ici c'est le principal component analysis où on peut voir les variabilités entre les groupes. Et vous pouvez voir à droite les cellules non stimulées et à gauche les cellules stimulées par BMP9 ou BMP10. On peut voir que les triplicats sortent bien ensemble. Par contre, ce qui nous a un tout petit peu déçus pour l'instant, on va attendre de faire l'analyse plus en profondeur, c'est qu'en rouge, vous avez les 3 cellules de cellules contrôle et en bleu, les cellules de patients Rodier-Haussler et on ne sépare pas les 2 groupes.
Donc, on va voir si on arrive quand même à identifier quelques gènes. Et donc, l'objectif, c'est de caractériser ces cellules endothéliales d'un point de vue transcriptomique, mais aussi fonctionnel, pour essayer de comprendre, en fait, comment la perte d'ALK1 peut entraîner des modifications. Voilà. Merci pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Merci pour votre intervention. N'hésitez pas à poser des questions. Enfin, il n'y en a pas. Ouais, j'imagine qu'il n'y a pas assez de prélèvements pour qu'on puisse faire une relation génotype-phénotype. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire en fonction, si vous avez, parce que là vous êtes parti pour recueillir beaucoup de mutations différentes, j'imagine, chez des femmes. Là, vous commencez juste votre recrutement, en fait. Là, ce n'est pas vraiment une étude génotype-phénotype qu'on regarde, c'est vraiment identifier quand une patiente a, ce sont des patients hétérozygotes qui ont un allèle fonctionnel et un allèle non fonctionnel, quels sont les gènes régulés par nos ligands qui sont susceptibles d'entraîner la maladie. Donc, ce ne sera pas génotype-phénotype, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut imaginer qu'en fonction de la sévérité on peut imaginer qu'en fonction de la sévérité du patient ou de la sévérité du retentissement de la mutation, les retentissements ne sont pas tout à fait les mêmes? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de relation génotype-phénotype en fonction du type de mutation d'ALK1, parce que la plupart du temps, c'est une perte de fonction. Donc pour ALK1, il n'y a pas cette relation-là. Non, ça va être vraiment d'identifier la réponse au ligand. Donc ce n'est pas que sur le taux de base, c'est vraiment sur la stimulation. Donc à l'inverse, ça veut dire qu'un résultat qui est trouvé avec une mutation est applicable a priori à l'ensemble de la population qui a cette mutation dans ce gène-là. C'est ce qu'on espère, oui. Donc le valider, on a fait l'étude transcriptomique seulement sur 2 patients, parce qu'on en avait que 2 à ce moment-là, et on va essayer de confirmer ces gènes différentiellement régulés. Ce qu'on veut voir, c'est quels sont les gènes régulés par ALK1 pour avoir une idée de la fonction principale d'ALK1 dans des cellules endothéliales.